Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Donc, encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Solène. Je suis ravie de passer ce moment avec vous. Mais je ne suis pas l'invité d'honneur aujourd'hui. L'invité d'honneur, c'est Franck Pavlov, qui est à ma gauche, à votre droite. Donc, l'auteur de Matin brun. Donc, pour vous expliquer comment ça va se passer très rapidement, j'ai posé quelques questions à Franck pour poser un petit peu le contexte, qui se présente, qui vous raconte pourquoi il a écrit cette nouvelle. Ensuite, cette nouvelle, elle sera lue par Caroline Duval, qui est à ma droite. Et ensuite, vous pourrez poser toutes les questions que vous avez à Franck, à Caroline, à moi si jamais, mais je ne pense pas. Et voilà, on pourra avoir une discussion sur ce texte, ce qu'il vous évoque, ce dont vous avez envie de discuter pendant cette heure et demie. Donc du coup, pour commencer, Franck, est-ce que tu veux te présenter rapidement ? J'ai écrit 25 ou 30 romans et au milieu, j'ai produit cette nouvelle, Matin brun, qui a eu beaucoup de résonance, énormément. Il y a 2 millions d'exemplaires en France et 25 traductions. C'est surtout parce que c'est relayé ici par vos professeurs qui vous en parlent, qui vous apprennent qu'un livre, il n'est jamais fini, il résonne en vous. Et c'est vous qui mettez dans ce Matin brun vos émotions, vos interrogations. Ce n'est pas un livre qui fait la morale. Il ne dit pas « eux, c'est des salauds, eux, c'est des lâches ». Il dit « vous, quel que soit votre âge, vous, ma génération, qu'est-ce qu'on fait pour empêcher la montée d'une structure qui serait antidémocratique, qui mettrait de côté les gens d'une certaine couleur, de certaines religions, qui dirait qu'on n'est pas tous égaux ». Et comme je ne voulais pas que cela se passe dans la région où j'habitais, j'ai écrit ce texte-là, voilà, entre autres. Est-ce que tu peux nous en dire plus, du coup, sur pourquoi tu as écrit ce texte? Quel a été l'élément déclencheur, ou les éléments déclencheurs? C'était en 98. Est-ce que vous étiez né? Pas sûr, non. J'habitais en Rhône-Alpes, la région de Lyon et de Grenoble, et il y avait des élections dans lesquelles celui qui voulait diriger la région disait voilà mon programme, mais je vous le dis, je ne l'appliquerai pas, c'est juste pour avoir vos voix. Une fois que je serai au programme, j'appliquerai une autre politique. Alors on lui disait, mais si tu dis ça, si tu serres la main du diable, le diable c'est ceux qui ont des pensées extrêmes, je ne cite jamais de politique, hein. Donc on va dire extrême droite, en gros. Tous ceux qui ont des idées comme cela, ils vont t'entraîner à aller encore plus loin. Méfie-toi, si tu mets ta main dans l'engrenage, tu vas être pris par cet engrenage-là, et petit à petit, tu ne verras plus pour t'en tirer. Comme dans Matin brun, je vais te raconter une histoire. Il était une fois 2 copains qui parlaient ensemble. Au début, ce n'était pas trop grave, des chats, des chiens, ma foi, pourquoi pas? C'est pas comme si c'était votre père ou votre sœur qu'on a enlevé. Et petit à petit, parce qu'ils ne font rien, parce qu'ils ne bougent pas, ils se font prendre par plus de journaux, plus de livres, etc., jusqu'au final où c'est eux qu'on va arrêter. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que chacun d'entre nous sache, où que vous soyez, ce que vous acceptez ou non. Il s'agit des autres, mais un jour, il s'agira de vous. Si les autres disent « je ne veux pas des blancs, des noirs, des jaunes, tout ça », un jour, c'est à vous qu'on va vous adresser. Donc, ce qui est simplement pour dire « attention, soyez vigilants, c'est la vigilance, soyez curieux, soyez attentifs, et dans votre cours de récréation, ne commettez pas des choses dont vous ne serez pas fiers. » Il y en a pas mal qui se baladent quand on dit des choses sur les autres, qu'on regrette après. Dernière question très rapide avant la lecture du texte.
Il y a écrit dans la petite biographie à la fin de Matin Brun que tu es aussi poète et photographe. Est-ce que tu fais encore d'autres choses? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces autres choses que tu fais? Je fais du vélo, je fais de l'escalade, j'aime le cinéma, c'est pas mal. J'ai dit tout ça parce que ça participe à l'écriture. L'écriture, c'est pas quelqu'un qui est dans son coin. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est dans mon coin uniquement en train d'écrire quelque chose. Je suis curieux et si un jour vous lisez mes romans, vous verrez que ça se passe dans beaucoup de pays du monde. J'ai travaillé à peu près 20 ans en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud pour soutenir des opérations d'aide à l'enfance en grande difficulté. Donc, je suis curieux du monde, je suis curieux des autres. Et être curieux des autres, c'est aimer les autres, c'est aller vers les autres. Et les autres, ce n'est pas des pays lointains. Les autres, c'est votre copain d'à côté, c'est votre ami d'à côté. Voilà ce que j'aime faire. Merci beaucoup. Merci à vous. Juste avant de commencer, je voulais vous demander simplement de prendre un temps, parce que écouter quelque chose, c'est une action subtile, c'est une action vivante. Un texte, c'est vivant, ce n'est pas qu'une pensée, ça parcourt le corps, ça parcourt l'esprit, ça parcourt l'âme. Donc n'hésitez pas à vous détendre, poser votre corps, mettre vos mains sur vos cuisses, poser vos pieds dans le sol et être vraiment en état d'écoute. Vous écoutez avec vos oreilles, mais aussi avec tout votre corps. Matin brun. Les jambes allongées au soleil, on ne parlait pas vraiment avec Charlie. On échangeait des pensées qui nous couraient dans la tête, sans bien faire attention à ce que l'autre racontait de son côté. Des moments agréables où on laissait filer le temps en sirotant un café. Lorsqu'il m'a dit qu'il avait dû faire piquer son chien, ça m'a surpris, mais sans plus. C'est toujours triste, un klebs qui vieillit mal. Mais passé 15 ans, il faut se faire à l'idée qu'un jour ou l'autre, il va mourir. Tu comprends, je ne pouvais pas le faire passer pour un brun. Un labrador, c'est pas trop sa couleur, mais il avait quoi comme maladie? C'est pas la question. C'est pas un chien brun, c'est tout. Mince alors, comme pour les chats maintenant? Ouais, pareil. Pour les chats, j'étais au courant. Le mois dernier, j'avais dû me débarrasser du mien, un de gouttière qui avait eu la mauvaise idée de naître blanc taché de noir. C'est vrai que la surpopulation des chats devenait insupportable et que d'après ce que les scientifiques de l'État national disaient, il valait mieux garder les bruns que des bruns. Tous les tests de sélection prouvaient qu'ils s'adaptaient mieux à notre vie citadine, qu'ils avaient des portées peu nombreuses et qu'ils mangeaient beaucoup moins. Ma foi, un chat c'est un chat. Et comme il fallait bien résoudre le problème d'une façon ou d'une autre, va pour le décret qui instaurait la suppression des chats qui n'étaient pas bruns. Les milices de la ville distribuaient gratuitement des boulettes d'arsenic. Mélangées à la pâtée, elles expédiaient les matous en moins de 2. Mon cœur s'était serré, puis on oublie vite. Les chiens, ça m'avait surpris un peu plus. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que c'est plus gros ou que c'est le compagnon de l'homme, comme on dit. En tout cas, Charlie venait d'en parler aussi naturellement que je l'avais fait pour mon chat. Et il avait sans doute raison. Trop de sensiblerie ne mène pas à grand-chose. Et pour les chiens, c'est sans doute vrai que les bruns sont plus résistants. On n'avait pas grand-chose à se dire. On s'était quittés, mais avec une drôle d'impression. Comme si on ne s'était pas tout dit. Pas trop à l'aise. Quelque temps après, c'est moi qui avais appris à Charlie que le quotidien de la ville ne paraîtrait plus. Il en était resté sur le cul. Le journal qu'il ouvrait tous les matins en prenant son café crème. Mais ils ont coulé. Des grèves, une faillite. Non, c'est à la suite de l'affaire des chiens. Des bruns? Oui, toujours.
Pas un jour sans s'attaquer à cette mesure nationale, ils allaient jusqu'à remettre en cause les résultats des scientifiques. Les lecteurs ne savaient plus ce qu'il fallait penser. Certains même commençaient à cacher leurs clébards. Ah, trop joué avec le feu. Ben, comme tu dis, le journal a fini par se faire interdire. Mince alors. Oh, et pour le tiercé, ben, mon vieux, faudra chercher tes tuyaux dans les Nouvelles Brunes. Il n'y a plus que celui-ci. Il paraît que côté course et sport, il tient la route. Puisque les autres avaient dépassé les bornes, il fallait bien qu'il reste un journal dans la ville. On ne pouvait pas se passer d'informations tout de même. J'avais repris ce jour-là un café avec Charlie. Mais ça me tracassait de devenir un lecteur des Nouvelles Brunes. Pourtant, autour de moi, les clients du bistrot continuaient leur vie comme avant. J'avais sûrement tort de m'inquiéter. Après ça avait été le tour des livres de la bibliothèque. Une histoire pas très claire encore. Les maisons d'édition, qui faisaient partie du même groupe financier que le quotidien de la ville, étaient poursuivies en justice et leurs livres interdits de séjour sur les rayons des bibliothèques. Il est vrai que si on lisait bien ce que ces maisons d'édition continuaient de publier, on relevait le mot chien ou chat au moins une fois par volume et sûrement pas toujours assorti du mot brun. Elle devait bien le savoir tout de même. Oh, faut pas pousser, disait Charlie. Tu comprends, la nation n'a rien à y gagner à accepter qu'on détourne la loi et à jouer au chat et à la souris. Brune. Il avait rajouté en regardant autour de lui. Souris brune. Au cas où on aurait surpris notre conversation. Par mesure de précaution, on avait pris l'habitude de rajouter brun ou brune à la fin des phrases ou après les mots. Au début, demander un pastis brun, ça nous faisait drôle. Puis après tout, le langage s'est fait pour évoluer et ce n'était pas plus étrange de donner dans le brun que de rajouter putain con à tout bout de champ, comme on le fait par chez nous. Au moins, on était bien vus et on était tranquille. On avait même fini par toucher le tiercé. Oh, pas un gros, hein, mais tout de même, notre premier tiercé brun. Ah, ça nous avait aidé à accepter les tracas des nouvelles réglementations. Oh, un jour, avec Charlie, je m'en souviens bien, je lui avais dit de passer à la maison pour regarder la finale de la Coupe des Coupes. On a attrapé un sacré fou rire. Voilà pas qu'il débarque avec un nouveau chien. Magnifique. Brun de la queue au museau avec des yeux marrons. Tu vois, finalement, il est plus affectueux que l'autre. Et il m'obéit au doigt et à l'œil. Fallait pas que j'en fasse un drame du labrador noir. Oh, à peine il avait dit cette phrase que son chien s'était précipité sous le canapé en jappant comme un dingue. Et gueule, et que je te gueule, et que même brun, je n'obéis ni à mon maître ni à personne. Et Charlie avait soudain compris. Non. Toi aussi? Ben oui, tu vas voir. Et là, mon nouveau chat avait jailli comme une flèche pour grimper au rideau et se réfugier sur l'armoire. Un matou au regard et au poil brun. Oh, qu'est-ce qu'on avait ri! Oh, tu parles d'une coïncidence. Tu comprends, je lui avais dit. J'ai eu des chats, alors. Il n'est pas beau celui-ci? Magnifique. Il m'avait répondu. Puis on avait allumé la télé pendant que nos animaux bruns se guettaient du coin de l'œil. Je ne sais plus qui avait gagné, mais je sais qu'on avait passé un sacré bon moment et qu'on se sentait en sécurité. Comme si de faire tout simplement ce qui allait dans le bon sens, dans la cité, nous rassurait et nous simplifiait la vie. La sécurité brune, hein? Ça pouvait avoir du bon. Bon, bien sûr, je pensais au petit garçon que j'avais croisé sur le trottoir d'en face et qui pleurait son caniche blanc, mort, à ses pieds. Mais après tout, s'il écoutait bien ce qu'on lui disait, les chiens n'étaient pas interdits. Il n'avait qu'à en chercher un brin. Même des petits, on en trouvait.
Et comme nous, ils se sentiraient en règle et on oublierait vite l'ancien. Et puis, hier, incroyable, moi qui me croyais en paix, j'ai failli me faire piéger par les miliciens de la ville, ceux habillés de brun qui ne font pas de cadeaux. Ils ne m'ont pas reconnu parce qu'ils sont nouveaux dans le quartier et qu'ils ne connaissent pas encore tout le monde. J'allais chez Charlie. Le dimanche, c'est chez Charlie qu'on joue à la belote. J'avais un pack de bière à la main. C'était tout. On devait taper le carton 2 ou 3 heures tout en grignotant. Et là, surprise totale. La porte de son appart avait volé en éclats et 2 miliciens plantés sur le palier faisaient circuler les curieux. J'ai fait semblant d'aller dans les étages au-dessus et je suis redescendue par l'ascenseur. En bas, les gens parlaient à mi-voix. Pourtant, son chien était un vrai brun, on l'avait bien vu, nous. Ouais, mais ce qu'ils disent, c'est qu'avant, il en avait un noir, pas un brun, un noir. Avant ? Oui, avant. Le délit maintenant, c'est aussi d'en avoir eu un qui n'aurait pas été brun. Et ça, c'est difficile à savoir. C'est pas difficile à savoir, il suffit de demander aux voisins. J'ai pressé le pas. Une coulée de sueur trempait ma chemise. Si en avoir eu un avant était un délit, j'étais bon pour la milice. Tout le monde dans mon immeuble savait qu'avant j'avais eu un chat noir et blanc. Avant ? Mais ça alors je n'y aurais jamais pensé. Ce matin, Radio Brune a confirmé la nouvelle. Charlie fait sûrement partie des 500 personnes qui ont été arrêtées. Ce n'est pas parce qu'on aurait acheté récemment un animal brun qu'on aurait changé de mentalité, ils ont dit. Avoir eu un chien ou un chat non conforme à quelque époque que ce soit est un délit. Le speaker a même ajouté « injure à l'État national ». J'ai bien noté la suite. Même si on n'a pas eu personnellement un chien ou un chat non conforme, mais que quelqu'un de sa famille, un père, un frère, une cousine par exemple, en a possédé un, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, on risque soi-même de graves ennuis. Je ne sais pas où ils ont amené Charlie. Là, ils exagèrent. C'est de la folie. Et moi qui me croyais tranquille pour un bout de temps avec mon chat brun. Bien sûr, s'ils cherchent avant, ils n'ont pas fini d'en arrêter des proprios de chats et de chiens. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'aurais dû me méfier des bruns dès qu'ils nous ont imposé leur première loi sur les animaux. Après tout, il était à moi, mon chat. Comme son chien pour Charlie. On aurait dit dire non. Résister davantage. Mais comment ? Ça va si vite. Il y a le boulot, les soucis de tous les jours. Les autres aussi baissent les bras pour être un peu tranquilles, non ? On frappe à la porte. Si tôt le matin, ça n'arrive jamais. J'ai peur. Le jour n'est pas levé. Il fait encore brun au dehors. Mais arrêtez de taper si fort. J'arrive. Alors, est-ce que vous avez des questions dès maintenant ou est-ce que tu veux dire un mot ? Non, dire que l'émotion, chaque fois que j'entends ce texte que je connais bien entendu
par cœur, ça fait plus de 20 ans que je l'écoute, et il est toujours cette montée tout en douceur, et cet effarement de Charlie à la fin qui se dit, mais pourquoi je n'ai pas dit non tout de suite? C'était simple. Dire non tout de suite, ça m'aurait empêché tout ce qui se passe après. Et on frappe à la porte, et là, tout est possible, bien entendu. Merci d'avoir fait cette lecture sans insister, simplement parce que la vie nous pousse à faire autre chose. On n'a pas envie de dire non. Quand un copain se fait insulter, on a dit, écoute, il se débrouille tout seul. J'ai pas envie de recevoir un coup. Pourquoi aller vers lui? Je ne fais pas partie de sa bande. Il n'est pas comme moi. Il n'a pas la même religion. Il ne s'habille pas comme moi. Il n'écoute pas la même musique. Ça ne me concerne pas. Et quand ça vous arrive à vous, vous vous retournez à droite, à gauche. Vous dites, mais je suis seul. Car Charlie et son copain, ils sont seuls. Et au moment de frapper, ils se tournent autour d'eux. Il n'y a personne pour leur tendre la main. Voilà, et merci encore de cette lecture, tout à fait émotionnelle. Maintenant, c'est le libre aller, venu des questions et des réponses. Ce texte, il vous appartient. Et les réponses et les questions sont là. Ça peut être des réactions aussi, si Qu'est-ce qui lève la main? Il y a un micro qui se balade là, donc pas de problème pour les questions dans la salle. Si ce texte vous fait penser à des situations que vous avez vécues... Là-bas, au fond, là-bas. Pardon, une dame, demoiselle... S'il vous plaît, on écoute la question de comment t'appelles-tu, s'il te plaît? Je m'appelle Ambre. Pardon? Et du coup, moi, ce livre, il m'a fait penser à 1984, qui est un peu dans le même style, qu'on a travaillé en cours avec notre professeur de français. Et je voulais vous poser la question si vous vouliez faire un peu pareil que ce livre, si vous avez fait exprès de faire dans le même style ou pas, ou c'est venu comme ça. Est-ce que, en 2 mots, tu nous dis qu'est-ce que c'est 1984? C'est une dystopie. Avec un livre dont il y a un chef qui fait que surveiller les habitants de sa ville, avec un hélicoptère, la police, donc personne ne peut plus rien faire sans être surveillé. C'est un État complètement surveillé, fliqué, sur toutes les coutures, regardé par des caméras. Est-ce que ça peut se passer en ce moment, ce genre de situation? Je pense, oui, ça peut, si l'État peut décider de fliquer tout le monde, oui. S'il le veut. Est-ce qu'il y a un pays en tête qui te viendrait à l'esprit en ce moment? La Chine. Pardon? La Chine. La Chine, il y a la reconnaissance faciale dans tous les carrefours, dans toute la ville, partout. C'est-à-dire que vous êtes, par un algorithme, identifié où que vous soyez. Voilà. Oui, Matin Brun, c'est en tout petit, si tu veux, la même histoire. C'est-à-dire que petit à petit, il n'y a plus d'espace de liberté. Et ces espaces de liberté, il y en a un ici à Moinsartou. C'est un espace de liberté parce qu'il y a des échanges. On vous permet de venir là, et je remercie encore les professeurs qui ont fait un travail avec vous, parce que je sais que c'est par eux, par leurs paroles, qui vous donnent envie d'aller plus loin dans l'analyse de ce texte-là. Merci à toi. Vous voyez, vos questions, c'est pas que pour moi, c'est pour vos amis aussi, comme a fait mademoiselle là-bas. Du coup, j'ai une question. Pourquoi la couleur brune? Pourquoi
pourquoi la couleur brune? Je suis sûr que tu as quelques idées là-dessus, peut-être. Vous en avez parlé en classe ou... Non, aucune. Non, quelqu'un peut lui expliquer plutôt que moi pourquoi la couleur brune? Oui, toujours la même personne dit oui. Parce que c'est une couleur qui se rapproche, enfin qui est et sombre et clair, pour pas être que dans le sombre et que dans le clair, je pense, non? C'est peut-être ça. Tu as une autre... Oui, attends, voilà. La couleur, vas-y. C'est la couleur de la chemise des nazis. Oui, c'est effectivement, quand j'y ai pensé, on peut avoir plusieurs images de cette couleur brune, mais c'est au niveau historique, les milices d'Hitler qui avaient des chemises brunes. Et mes grands-parents parlaient toujours des chemises brunes. Et quand vous voyez des articles dans les journaux, des fois, on dit « Est-ce que la peste brune est en train de revenir en Europe ?» Ce mot brun est allié aux nazis et à la plus grande des barbaries et d'extermination qu'il y a eu sur la planète, de génocide, parmi d'autres. Voilà. Donc ça peut faire référence à ça. Mais ce qui est important aussi, c'est que si tu regardes, s'il vous plaît, si tu regardes dans Matin Brun, si tu relèves le mot brun, je crois qu'il est cité, des élèves sont amusés à le faire, 35 fois le mot brun, brun, brun. Et c'est parce qu'on t'assène cette couleur tout au long de ta vie que finalement tu vas penser comme cette couleur, brun. Mais quel que soit ton âge, tu as le droit de choisir la couleur que tu veux. Si tu veux du rose, si tu veux du vert, ta vie sera rose ou verte. Personne n'a le droit de t'imposer une couleur, c'est-à-dire, c'est un symbole, personne n'a le droit de t'imposer une idée. C'est à toi à défendre tes idées. Et moi, pour en parler, j'ai pris une couleur, la couleur brune. Mais demandez à votre professeur d'histoire pourquoi maintenant, dans mes nouvelles matins bruns, j'ai fait faire un petit stick où il y a marqué « matin rouge ». Et votre professeur d'histoire vous dira pourquoi le mot rouge en ce moment me fait de froid dans le dos, me fait penser à ces matins bruns. C'est-à-dire on arrête des journalistes, voilà, il y a plein de choses comme ça. Merci de ta question, de ta réponse. Bon. Alors, vos petites mains que je vois s'agiter pour dire bravo, bravo, il n'y en a pas une qui va se lever plutôt que de s'agiter comme ça, en même temps? Oui. Est-ce que tu es de la même école que mademoiselle à ta droite? Ah, et quelle école, s'il te plaît? L'orgue. Bon, d'accord. C'est le lycée de l'orgue Thomas Edison. Ok. Donc c'est le lycée. Qu'est-ce qui vous a donné l'inspiration et l'envie d'écrire cette nouvelle et de la faire paraître à tout le monde? J'ai un peu parlé tout à l'heure que j'avais envie, j'ai des enfants, maintenant des petits-enfants, et j'aimerais qu'ils vivent dans un pays où on ne leur impose pas une couleur unique. Et pour ça, ça commence par dire ce que l'on veut au niveau, je veux choisir dans quelle région je vais habiter, je veux choisir la personne qui va diriger mon pays. Et moi, j'aimerais que c'est quelqu'un qui dirige le pays où j'habite, où habitent mes enfants, un pays qui ne soit pas porteur de valeurs que je n'aime pas, c'est-à-dire le racisme, la préférence nationale. La préférence nationale, il y a des partis politiques en France qui disent, nous, si on est au pouvoir, il y aura la préférence nationale. Mais qu'est-ce que c'est que la préférence nationale? C'est tout simple. Ça veut dire qu'une personne a plus de droits de l'autre selon l'endroit où il est né. C'est-à-dire, quand au lycée, quand vous allez demander une bourse, si c'est personnes qui ont le pouvoir en France, il va dire, toi, tes deux parents sont français, tu auras une bourse. Toi, ah mais non, je m'excuse, il y en a un des deux qui n'est pas français, mets-toi un peu à gauche, tu n'auras pas de bourse. Tu veux un travail? Très bien. Tes deux parents sont français, sont nés ici, tu auras le poste de travail. Et toi, là-bas, ah, tes parents viennent d'ailleurs.
eh bien, tu te mets là, tu n'auras pas de travail. C'est ça la préférence nationale. Et partout, ça peut se jouer comme ça. Moi, j'ai 2 nationalités, je suis de nationalité bulgare. Mon père était réfugié politique. Et je n'aimerais pas qu'on dise à mes petits-enfants, ah, mais tu sais, avant, comme dans le texte, avant, même si tes parents sont français, avant, ton grand-père, il n'était pas français. Mets-toi là à gauche, tu n'as pas le même droit que ton petit copain dont les 2 parents sont français. Et la préférence nationale, lisez les politiques qu'on vous offre, elle est dans certains programmes de partis politiques. Voilà pourquoi j'ai voulu écrire ce texte d'actualité. La professeure. Oui, madame la professeure. Alors j'ai 2 questions. Donc la première, c'est pourquoi matin brun? Et la seconde, dans le texte, vous utilisez, pour nous faire passer le message des animaux. Du coup, pourquoi ce choix? Oui. Et matin brun. Matin brun, moi j'ai une réponse. Est-ce que quelqu'un pourrait dire qu'est-ce que ça leur évoque, matin brun, quand vous l'avez entendu pour la première fois? Oui, devant. Attendez, il y a une réponse là. Se réveiller avec la peur. Pardon? Se réveiller avec la peur, il a dit. Prends le micro. Dis-le. Se réveiller avec la peur. Se réveiller avec la peur, oui, c'est peut-être ça. Et parce que se réveiller le matin, quand on se réveille en général, le soleil se lève, on est heureux, etc. Et le mot brun fait tout de suite une fenêtre qui se ferme. Donc, mettant côte à côte les 2 mots, ça faisait un texte qui était le matin brun. Et vos professeurs de français vous ont appris comment ça s'appelle, ces 2 mots qui sont contraires, qu'on met ensemble. Ça s'appelle une... Pardon? Oxymore, j'ai entendu. Très bien. Bravo au professeur de français de ce jeune homme qui a dit oxymore, je ne sais pas où aller. Oui, c'est un oxymore, c'est-à-dire... voilà. Donc voilà, c'était un titre, j'aime bien que c'est, s'il vous plaît, une certaine force comme ça. Donc voilà pourquoi le mot matin brun, et les chats et les chiens, parce que, s'il vous plaît, si tout de suite j'avais dit on vient frapper, on arrête quelqu'un de votre famille, vous auriez dit, mais moi, si on vient frapper à ma porte, je vais dire non, je vais défendre, je vais me mettre en travers pour pas qu'on attrape mes parents. Un chat, un chien, moi j'ai des chats, miaou et mielou. Hein, voilà. Si on les arrête, ça me fera énormément de peine. Mais je dirais, bon, prenez mes chats, mais foutez-moi la paix, après ça sera fini. Et je me permettrai de dire, d'accord, pour les animaux, j'aurais pu choisir des plantes vertes, ou quelque chose qui fait partie de mon intime, de ma vie intime. Donc j'ai choisi les chats et les chiens. Tout simplement pour être au plus près des humains, mais comme dit ce festival de Moinsartou, dont la thématique est, vous savez, le thème de ce festival? Oui. Être humain, voilà. Donc, ça faisait partie aussi des animaux en font partie. Mais ce ne sont pas tout à fait la même chose. J'ai bien répondu, madame la professeure? Wow, super, j'ai une bonne note. Non, on dit mais plus des notes maintenant. C'est bon. Si tu veux parler pour dire, je sais pas, le texte, tu peux carrément... Oui, pardon. C'est moi. Encore. Ah, je te remercie de poser la question, mais j'aimerais bien changer, entendre votre voix, une autre voix. Là, à gauche, ça ne remue pas beaucoup, là. Hein. Bon.
Alors, je me pose une question. Pardon. Pardon. Pourquoi, quand Charlie vient rendre visite au narrateur, pourquoi est-ce que les chiens bruns et les chats bruns sont effrayés quand il parle d'un chien noir? J'ai pas bien compris ce passage. Quel passage est-ce quand ils sont chez eux? Oui, quand le chien brun et le chat brun sont effrayés. Simplement comme un chat et un chien qui se regardent de côté. Mais c'était juste ça? Pardon? Non, ok, comme c'est des bon. animaux normaux, simplement. Il n'y a pas d'autre D'accord, ok. application que ça. Oui, le micro de... Eh oh. Tiens, je te donne. Je relis juste le passage dont parlait votre camarade. C'était à peine il avait dit cette phrase que son chien s'était précipité sous le canapé en jappant comme un dingue. Et gueule, et que je te gueule, et que même brun, je n'obéis ni à mon maître ni à personne. Et Charlie avait soudain compris. Non, toi aussi? Ben oui, tu vas voir. Et là, mon nouveau chat avait jailli comme une flèche pour grimper au rideau et se réfugier sur l'armoire. Donc c'était la rencontre. Merci, très bien. Voilà, ça recontextualise. Dites-moi, qu'est-ce que je vois des gens qu'est-ce que vous avez sur la tête là ça représente quoi ça? Je suis curieux, mais je veux savoir. Je peux poser ma question? Qui veut poser une question? Oui. Bonjour. Doucement. Doucement. Ta voix, un peu doucement, s'il te plaît. En fait, j'ai pas l'habitude. Il Oui, y a des voilà. échos. Oui, vas-y. Pourquoi en fait le chien noir il a peur du chien brun? Le chien brun. Je vous jure, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Je te remercie. Toi? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il avait envie d'essayer le micro. Ah, il y a une question au fond. Bonjour, moi j'aimerais savoir si honnêtement, à la place des personnages... Qu'est-ce qui parle là? C'est moi. C'est moi. Ok, oui. C'est vraiment là. Okay. Non, à gauche, là-bas. Non. Bonjour, moi j'aimerais savoir si honnêtement, à la place des personnages, vous seriez conformé aux lois ou pas? Chacun, oui, c'est une question effectivement qu'on peut se poser. Ça ne va pas arriver comme ça, mais s'il vous plaît, dans des contextes qui me sont personnels ou que chacun traverse, on peut se demander, est-ce que j'ai eu les raisons de dire oui à ce moment-là? Pourquoi je n'ai pas fait quelque chose qui empêche ce qui va se passer? Donc, c'est la question de ce livre-là, pour chacun de se demander qu'est-ce qu'on peut faire, pas d'une manière aussi dramatique que dans Matin Brun, hein, mais dans la vie quotidienne. Et est-ce que toi, tu peux te demander aussi, à des moments, avec tes amis, est-ce qu'on a raison de dire oui, ou est-ce que tu te sens assez forte pour pouvoir dire non? Mais du coup, honnêtement, je pense que des fois, je dis oui juste parce que je n'ai pas forcément le courage de dire non. Oui, oui, mais voilà. C'est très bien. Il ne faut pas indiquer ceux qui n'ont pas le courage. On a tous des moments où on n'a pas le courage ou pas envie de s'opposer aux autres. Oui. Bon, ouais, faut pas rentrer en conflit, en fait. Voilà. Moi, j'avais une question, Franck. C'est moi. Sur scène. Ici. Je voulais te poser la question du contexte. Tu as choisi deux amis
Oui. Tu aurais pu choisir au cœur d'une famille, tu aurais pu choisir de jeunes ados, enfin, à un âge différent. Oui. Oui. Et comment tu es arrivé à cette histoire là, de ces deux amis qui vivent des moments ensemble et qui échangent voilà, autour de cette situation et qui la subissent ensemble? Bon, je voulais écrire un texte court. J'étais en colère. Et quand on est en parce qu'il se passait, et quand on est en colère, on ne pousse pas un cri qui dure très longtemps. On dit je suis pas d'accord, paf, c'est fini. Donc je voulais un texte coup de poing comme ça. J'ai dit 2 personnages, ça sera suffisant. Autour de moi, je vis dans un monde rural où il y a des bistrots et j'entends les propos de bistrot, si tu veux. Hein. Ouais. Et les propos de bistrot, c'est 2 mecs qui se parlent comme ça. Ils pourraient parler de la chasse, ils pourraient parler de un peu n'importe quoi. Ça s'est mis là-dessus. Mais ce texte, il a été mis en scène des centaines de fois et il y a des pièces de théâtre dans lesquelles c'est une comédie musicale. Il y a 10 ou 15 personnes. Parce qu'ils ont mis en scène, ça se passe dans un bistrot, c'est le facteur qui rentre, il dit « Bonjour, vous ne savez pas la dernière nouvelle ?» Quelqu'un à gauche, il dit « Ben non, je ne suis pas au courant. » Quelqu'un lui répond « Oui, mais les chats, tu sais de quoi, mes chats ?» et etc. Et c'est un dialogue, et dans la rue, comme ça, donc il y a à peu près 15 personnes qui interviennent, et ça donne une sorte de vie différente, et on peut très bien faire ça comme ça avec ces personnages. D'accord, merci. Ce qui est important de dire, c'est que c'est traduit dans 25 langues. C'est-à-dire que je suis invité chaque fois, que ce soit aussi bien en Russie qu'en Italie, qu'en Suède, qu'en tous les pays du monde que vous pouvez penser. Ils ont trouvé dans Matin Brun matière à s'interroger sur leurs propres difficultés sociales pour intégrer ceux qui sont différents. Voilà. Et chaque pays a quelque chose à dire là-dessus. Il y a des questions là-bas? Oui, mademoiselle. Oui, bonjour. C'était pour savoir combien de temps vous avez mis pour écrire le livre? Je disais comme un cri de colère. Un jour, une nuit, c'était fait. Mais après, j'ai beaucoup retravaillé. Beaucoup, comme tous mes textes. Ils s'écrivent vite et après, le travail, votre professeur le dit, faites des brouillons. Et ensuite, surtout un texte court, il faut qu'il y ait une progression. Chaque mot doit avoir un poids qui n'est pas équivalent au mot d'après ou au mot d'avant. Et c'est un travail qui est intéressant à faire comme un artisan qui petit à petit finit une pièce une fois qu'il a eu l'idée de la pièce, rapidement. Voilà. Et donc en tout, du coup, c'est moi qui parle sur scène. Pardon, excusez-moi, je sais d'où vient le biais. Une nuit pour l'écrire et après en comptant le retravail, tu dirais quoi? 1 mois, 2 mois, 1 an? Ça s'est fait par rebondissement parce que ce texte, personne n'en voulait. Donc il me revenait, je changeais un ou deux trucs. Et puis finalement, c'est un éditeur dont le nom est marqué dessus Matin Brun, s'appelle Chêne, un éditeur de poésie qui est dans le Massif central, perdu, avec une petite imprimerie à l'ancienne. Il a dit, mais moi j'édite de la poésie, et la poésie, c'est pas la grandeur du texte qui est important, c'est son poids et son émotion en quelques mots. Donc je veux bien éditer Matin Brun. Et c'est lui qui a pris l'initiative d'éditer Matin Brun. Et voilà, c'était quelqu'un qui habite au Chambon-sur-Lignon. Peut-être les adultes connaissent ce village qui est le village des Justes, qui a caché des Juifs pendant la dernière guerre. En plus, c'est symbolique. Bonjour. Qu'est-ce qui vous donne envie encore de venir en conférence parler de votre livre avec des jeunes? Qui a parlé là? Je regarde. Moi. Quel est ton prénom? Joris. Jean? Joris. Ok. Ouais. Parce que ce texte, il est d'actualité. Et que j'aime que... Je crois que c'est à votre âge qu'on commence à avoir un peu le temps de se poser des questions de ce style-là. Je ne vous demande pas... Ce texte, on va le lire dimanche soir. On va le lire devant des adultes, c'est ça. Donc, c'est un autre propos. Je peux parler politique, je peux parler des politiques du monde. Pour vous, c'est peut-être... Vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe en Italie, ou en Suède, ou en Hongrie, ou au Brésil. Et donc, par contre, vous savez que dans votre entourage, il y a des choses peut-être que vous n'aimeriez pas faire. Ce matin, il y avait un concours, un jury, pour choisir un battle
de textes comme ça. Et il y a une fille qui a parlé d'un livre dont je n'ai pas retenu le nom, mais c'est dans un lycée où, par habitude, chaque fois, en début d'année, il y a des élèves qui disent « Tiens, on va mettre la plus belle fille, la plus moche, la plus belle, la plus moche ». Ça se fait dans les lycées, ça je le sais. Et ça fait tellement de mal. Mais les réseaux sociaux, ça l'amuse. « Tiens, on va t'envoyer ça ». Et la fille ou le gars qui est marqué le plus moche, et toute sa vie, elle va être indiquée comme ça. « Oh, mais c'est pas grave, c'est juste pour rigoler ». C'est pas pour rigoler. Et les réseaux sociaux, ils font des photos, vous le savez, ils captent des photos qui devraient être interdites et qui circulent quand même. Et ça, c'est la première force d'une intolérance insupportable, qui va arriver tôt ou tard à pourquoi se gêner d'envoyer des photos comme ça, pourquoi se gêner de dire quelqu'un qu'il est moche, puisque ça se fait dans les réseaux sociaux. Alors, à votre époque, moi, j'aimerais bien plus que vous parliez de ce que vous pouviez accepter ou refuser de dire dans les réseaux sociaux. Mais c'est un plaisir de parler avec vous, parce que les professeurs, madame me disait, qui m'a interrogé tout à l'heure, dont j'ai oublié le prénom, je m'excuse, que toute son année, elle travaille un peu sur mon texte. Elle en fait une vidéo, je crois, c'est cela. Et c'est autre chose que des mots. Tout à l'heure, vous disiez, la parole, c'est pas que des mots qui sortent, c'est le corps entier qui participe. Et je crois qu'en faisant des vidéos, en faisant de la danse, en faisant autour de ce texte-là, il rentre en vous d'une manière forte. Et il y a des lycées qui ont le temps de le faire, ça. Et l'énergie de le faire. Oui. Bonjour. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Yasmine. Yasmine. Merci. J'ai une question. Est-ce que ça a été difficile, par exemple, de créer cette nouvelle? Difficile, non, parce que j'étais... Des romans... J'écris des romans. Si vous allez sur le stand, là-bas, j'ai mes bouquins qui sont là, vous verrez, ils font à peu près 300 pages. Ça, c'est plus difficile. Parce qu'il faut que les personnages aient une histoire. Là, Charlie et son copain, on ne sait pas ce qu'ils font dans la vie, on ne sait pas s'ils ont une famille, on ne sait pas où ils habitent exactement, donc ça va plus vite. Et pour moi, c'était quelque chose qui coulait facilement comme ça. Voilà. Est-ce que tu aimes, Yasmine, est-ce que tu aimes en français écrire, toi? Oui. Et est-ce que tu écris pour toi aussi, des fois? Oui. Bon, alors troisième question, excusez-moi de te mettre devant. Est-ce que tu le fais lire, ce que tu écris à tes amis? Un peu? Hein? Oui, un peu. Pardon? Un peu. Un peu. Bon, je trouve que c'est formidable que quelqu'un ait envie d'écrire en 2022. Juste par curiosité, justement, pour rebondir sur ce que vous échangez, qui écrit dans cette salle? Levez le doigt. Ceux qui écrivent pour eux, ou qui font lire ou pas lire, mais qui écrivent. Merci. Ben, c'est bien. Il y en a du monde, hein, finalement. Ouais. Juste parce que il y a quelqu'un devant moi que je vois bien. Qu'est-ce que tu écris, s'il te plaît, toi? Oui. Au hasard, parce que tu étais devant, tu vas lever la main. Oui, dis-moi. J'écris les devoirs. Et j'écris pour ma mamie des lettres. Oui. Et tu écris quoi? Des lettres ou des... Oui, des lettres. C'est bien. Ok. Bonjour, j'aurais une question. Pourquoi vous avez commencé à écrire des romans? Enfin, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire des romans? Je ne sais vraiment pas. Chez moi, il n'y a pas de professeur, il n'y a pas de personnes qui écrivent des romans.
c'était le moyen que j'avais d'exprimer mes émotions. Je crois que chacun d'entre vous a quelque chose pour exprimer ses émotions. Moi, c'était l'écriture, parce que je mettais des mots, je me disais, tiens, je les retrouve le lendemain, ils sont toujours là, ils m'attendent, ils n'ont pas disparu. Et ça me plaisait, j'aimais lire, et j'ai dit, pourquoi moi, je n'arriverais pas aussi à raconter des histoires, écrire. Finalement, je raconte des histoires, je ne fais rien d'autre, hein. Des histoires qui me traversent, qui me touchent comme ça. Tout simplement. Mais est-ce que, dans la vie, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes faire, toi? J'aime bien écrire aussi. Pardon? J'aime bien écrire aussi? Oui. Et quoi? Qu'est-ce que c'est que tu écris? Des petits textes? Qu'est-ce que Oui, c'est? des petits textes pour moi qui racontent une histoire que j'ai inventée. Ok. Est-ce que vous continuez à écrire des romans pour vous ou des histoires? Le mieux, c'est de vous lever quand vous parlez comme ça, on est sûr de vous voir. C'est compliqué d'ici. Hein? Wesh. Attends, wesh. Merci. Wesh, non. Est-ce que vous continuez à écrire des romans pour vous? Oui. Vous continuez? Oui. D'accord. Merci d'être mis debout. Ce qu'il faut dire, c'est que la parole, vous avez vu que quand on a lu Matin Brun, on s'est mis debout pour parler. Et moi, je me mets debout, et c'est difficile en classe, mais je pousse les professeurs à vous apprendre à parler debout. Car parler, c'est aussi rencontrer les autres. C'est très difficile. Et je me rappelle une question qui m'a été posée, mais ça ne fait rien. Je me lève? D'accord. Bonjour. Merci. Est-ce que vous avez eu des écrivains qui vous ont inspiré pour écrire? Selon les étapes de ma vie, des écrivains différents. Mais quand j'avais votre âge, j'aimais bien les histoires d'aventure. C'était Jack London, Crin Blanc, Jules Verne, Jean-Olivier Curwood. Voilà. J'aimais ça. Après, il y a d'autres auteurs qui m'ont beaucoup touché. Je vais citer Camus, parce que je vois qu'il y a un lycée Camus dans le coin. Et pour moi, c'est quelqu'un qui m'a énormément touché. Bonjour. Je voulais vous poser une question. Vous écrivez vos livres comment? Avec un stylo ou avec un ordi? Très bien. Oui, avec un ordi. J'écris avec un ordinateur, mais disons tous les soirs ou tous les 2 soirs, j'imprime ce que j'ai écrit et ensuite je travaille sur la page blanche. Parce que c'est pas la même chose. Travailler sur un ordinateur, il manque quelque chose de sensuel. Une page blanche, c'est autre chose pour travailler dessus. Mais pour écrire, l'ordinateur, je reconnais que ça me facilite de changer un mot d'une place à l'autre, ça fait des brouillons un peu plus clairs. Voilà. Merci de vous lever. Oui. Bonjour. Bonjour. Parmi toutes vos œuvres, quelle a été votre préférée? Je tremble pas. Oui. Alors bien sûr, il y a Matin Brun qui me fait rencontrer tellement de personnes merveilleuses. Et chaque fois que j'ai terminé un livre qui s'appelle L'Espérance et ma patrie, que vous trouverez dans toutes les bonnes librairies. Et c'est mon dernier livre, donc quand il me vient, mon éditeur me l'envoie, je l'ai dans mes bras et je dis c'est le plus joli, c'est mon dernier livre, comme dans votre famille. Si le dernier qui arrive dans votre famille, vous allez dire oh c'est le plus gentil, et les autres ils vont dire et moi, je dis ben non, la prochaine fois ça sera toi. Donc le dernier livre qui paraît, je le trouve magnifique. Voilà. Mais il y a les autres aussi, il y en a 25 autres qui m'attendent et que je trouve beaux aussi. Oui.
Pourquoi vous aimez publier vos textes? Pourquoi, pardon? Vous préférez publier vos textes? Oui, je pourrais les garder pour moi, mais quand on aime chanter, à bout d'un moment, on aime faire partager le chant. Hein. J'ai des amis qui s'entraînent à jouer de la guitare et dans une cave. Au bout d'un moment, ils disent qu'est-ce que j'aimerais faire, au moins me publier en scène. Si vous faites du football, vous allez dire j'aime bien jouer dans ma cour, mais j'aimerais bien sur un terrain de foot jouer au football. Si vous faites de la danse, vous dites j'aimerais bien faire participer d'autres personnes et même aller un peu plus loin. Voilà, je crois que c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment, je me suis dit j'aimerais faire partager. J'écrivais des poèmes au début, j'aimerais faire partager mes poèmes à d'autres personnes. Oui, mademoiselle devant. Oui. J'entends juste qui m'écoute. Oui, oui. Oui. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, écrire? Qu'est-ce que ça signifie pour vous, écrire? Question profonde. Je ne me pose pas la question. J'écris. Je ne sais pas comment dire. C'est comme si vous demandez à un coureur de fond qu'est-ce que ça veut dire de courir. Je dis, j'aime courir. J'aime écrire. Et au-delà de ça, c'est essentiel. Le jour où je ne pourrai plus écrire, je serai une autre personne. Est-ce que dans ta vie, qu'est-ce que tu fais qui te tient à cœur, toi? Franchement, dans n'importe quel domaine. Hein? Moi, c'est le théâtre. Le théâtre. Et tu le fais au sein du lycée, par exemple? Non, je travaille je fais dans une association. Et plus tard, je deviendrai comédienne de théâtre. C'est super, tu as déjà l'envie donc de faire partager et d'améliorer ce que tu fais. Ben, je te remercie. Voilà. Mets-toi bien debout. Là, devant, oui. Bon. Mademoiselle. Bonjour, en fait, je voulais vous demander, c'est quoi votre dernier ouvrage? C'est un livre qui s'appelle L'Espérance et ma patrie. Un roman qui se passe en Estonie, qui est un pays au nord de l'Europe, vers la Finlande, là-haut. Merci. Merci à toi. Bonjour. Bonjour. Mademoiselle, ton prénom, s'il te plaît. Lorena. Pardon? Lorena. On n'entend pas très bien, excuse-moi. Je demande le prénom. Lorena. Très bien, merci. Comme vous connaissez mon prénom, je connais le vôtre et c'est plus sympathique de se parler comme ça, oui. C'est quoi le livre qui vous a donné le plus de mal à écrire? J'aime bien ton énergie qui se transforme en rire comme ça. Est-ce qu'en classe, tu ris souvent comme ça un peu? Oui? Bon. Eh oh, Lorena, je ne sais pas. Chaque fois que je commence un livre, je me dis, je mets 2 ans pour écrire un livre. Matin Brun, j'ai dit, je mets un jour, une nuit. Pour écrire un roman, je mets 2 ans. Et là, je recommence un nouveau roman, je me dis, 2 ans pour l'écrire, 1 an pour l'éditer. Je ne vais pas voir la fin de mon livre avant 3 ans. C'est énorme. Donc, il me faut une énergie au départ et une certaine croyance en ce que je fais pour continuer. Okay. Merci. Je t'en prie. Oh. Lorena, tu devrais faire du théâtre. Contacte ta copine qui est là-bas. Elle va te donner des informations.
Oui, il y a un jeune homme qui est là-bas, qui voudrait... Ah, le micro est là? C'est Franck Pavlov qui a dit. Non, Écoute, oui. Franck Pavlov. Mais Bon. Je sais pas pourquoi. Hein? Parce qu'elle ne voulait pas se lever quand on n'a pas droit. Ah, d'accord. Oui, pardon, ton prénom s'il te plaît. Tom. Ok. Ça va fort. J'aimerais savoir combien de nouvelles vous avez écrit. Pardon? J'aimerais savoir combien de nouvelles vous avez écrit. Essentiellement celle-ci. D'accord. Comme forme, je privilégie le roman. Hein. J'ai écrit de la poésie. lève-toi. Ah, bravo, merci. Oui, vous pouvez. J'ai une question. C'est difficile de se mettre debout devant tout le monde et je te remercie. Est-ce que vous pouvez nous dire quel sera le sujet de votre prochain roman? Pas compris. Est-ce que vous pouvez nous dire quel sera le sujet du prochain roman? Oui, je peux vous le dire. Tu veux le savoir? Ah, d'accord. Ok. Oui. Ça va se passer à la frontière espagnole, du côté de Collioure. Pour ceux qui connaissent la frontière des Pyrénées, c'est à la frontière espagnole. Et là, il y a un poète espagnol qui s'appelle Antonio Machado, qui, quand les républicains ont été chassés par Franco, est venu en France et est mort une semaine après, un vieux monsieur à Collioure. Donc ça va raconter sa vie à travers des personnages qui vont rechercher à en savoir un peu plus. Voilà. Antonio Machado, retenez ce nom. Est-ce qu'il y en a qui font de l'espagnol ici? Bon. Très bien. Demandez... Merci. Demandez à votre professeur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Demandez à votre professeur qu'elle vous dise 2 mots de Antonio Machado. Retenez le nom. Et vous lui dites, M. Pavlov nous a recommandé d'avoir au moins une poésie de Antonio Machado. Merci. C'est célèbre, là, oui. Bon, je crois que après la salle va être occupée par d'autres personnes. On est passé 1 heure. Une dernière question qui revient. Merci de te lever. S'il vous plaît. S'il vous plaît, une dernière question. Et au... Comment tu t'appelles? Je m'appelle Bastien. Bastien, ok. Ouais. Et déjà, je voudrais commencer. Et ma meilleure, je t'aime. Et je voudrais savoir, est-ce que vous vous attendiez à être un écrivain aussi connu? Pardon? Est-ce que vous attendiez à avoir autant de succès que ça? Non, bien sûr. Au départ, on écrit sans savoir. Et petit à petit, la reconnaissance arrive. Et moi, je suis content quand on me salue comme tu le fais. Je te remercie. Et je remercie toutes et tous, et surtout aussi ceux qui sont sur ce plateau, de nous avoir accompagnés pour cette rencontre. Merci.